Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République par intérim a reçu hier une délégation de sénateurs français en séjour au Mali. Délégation composée de personnalités politiques de la gauche et de la droite française. Avec le professeur Djankoda Traoré, il a été question de la situation sécuritaire au nord du pays, de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation ainsi que de la refondation des forces armées maliennes. Nous vous proposons d'écouter respectivement Gérard Larquet et Jean-Pierre Chevènement. Ils sont au micro de Soumaïla Berté. Naturellement, avec le président de la République, nous avons d'abord salué la décision qu'il avait prise de faire appel, j'allais dire, à la France et saluer l'action de nos forces armées qui sont aux côtés des forces armées maliennes et des forces africaines. Et en même temps, aujourd'hui, l'action militaire doit conduire à la paix. Et la paix, c'est pour le Mali de recouvrer l'ensemble de l'intégrité de son territoire et entamer le dialogue. Voilà pourquoi nous avons longuement parlé de la mise en place de la commission du dialogue et de la réconciliation. Nous avons parlé aussi de développement. Nous avons parlé aussi de la refondation des forces armées maliennes et des relations entre nos deux pays et l'ensemble de la région. Nous avons abordé le problème de la commission de dialogue et de réconciliation, en souhaitant que tout le monde puisse y trouver sa place, dès lors que naturellement l'intégrité du Mali et sa laïcité seraient reconnues. Mais il est important qu'on réconcilie les gens qu'il faut réconcilier. Et cela est nécessaire pour que, pour la suite, nous ayons un contexte politique assaini qui sera la vraie victoire. Car la vraie victoire n'est pas seulement militaire. Le Mali doit s'affirmer par lui-même. Le Mali est un État indépendant, c'est une république à laquelle nous avons apporté secours. Suite à la crise institutionnelle et sécuritaire qui affecte le tissu économique du Mali, l'État et le secteur privé ont mis en place une commission mixte. Elle regroupe les représentants d'une dizaine de départements ministériels et a pour objectif d'examiner les préoccupations du Conseil national du patronat du Mali afin d'y apporter les solutions. Et justement, cette commission vient de restituer les résultats de ses travaux. Les explications avec Brahma Traoré. Quand un problème est commun, la recherche de solutions nécessite une démarche participative. Tel semble être compris par le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Conseil national du patronat du Mali. Deux entités décidées à trouver ensemble des solutions idoines aux préoccupations du secteur privé. Il y a 6 semaines, faisant suite à la saisine de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, sur vos préoccupations, nous nous sommes retrouvés dans cette salle au chevet de notre secteur privé, très touchés par les différentes crises que notre pays connaît au plan sécuritaire, économique et social. Une des décisions qui a marqué ce jour notre rencontre a été la mise en place d'une commission mixte de travail État-secteur privé pour examiner les préoccupations du patronat dans le contexte de la crise actuelle. Cette commission mixte est composée des représentants d'une dizaine de départements ministériels. Après 45 jours de réflexion et d'échange, la commission vient de rendre public son rapport, lequel contient les principales préoccupations du secteur privé. Il s'agit de la création par l'État d'un fonds d'indemnisation des victimes de guerre avec l'implication du secteur privé malien. L'accompagnement au cas par cas des entreprises en difficulté, notamment celles de l'hôtellerie, du tourisme, de l'artisanat et des BTP. La suppression des cotisations de l'AMO par employeur des entreprises dont les employés n'ont pas adhéré à l'AMO. Autant de défis qui doivent être relevés pour la relance de l'économie nationale. Pas d'inquiétude, rassure le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour qui la plupart des préoccupations du secteur privé sont déjà prises en compte dans les plans d'action de la feuille de route du gouvernement. Éclairage du ministre Konaté. Nous avons retenu l'indemnisation des victimes de la crise avec l'adoption d'une loi sur l'indemnisation ou au besoin la relecture de la loi actuelle pour prendre en charge les personnes morales. Nous avons retenu également la mise en œuvre des mesures d'allègement fiscaux inscrites dans l'annexe fiscale de la loi des finances 2013. La baisse du taux de l'IS de 35 à 30%, l'introduction du taux réduit de la TVA de 5%, la baisse du taux de l'impôt sur les revenus fonciers de 15 à 12%. Nous avons retenu la baisse du taux de la taxe sur les plus-values de cession immobilière de 25 à 5%. Nous avons retenu également l'examen au cas par cas des arriérés fiscaux dus par les entreprises dans les régions du Nord.
et le ministre du Commerce et de l'Industrie de conclure par cet engagement, celui de soumettre le plus rapidement possible les rapports de la commission mixte sur les préoccupations du secteur privé au Premier ministre. Les forces vives et les différents regroupements politiques s'unissent pour l'unité du Mali. Ils ont signé une plateforme dans ce sens. Au cours de cette cérémonie, une déclaration commune a été lue, déclaration dans laquelle les signataires exigent la présence de l'armée malienne à Kidal et demandent la solidarité de la communauté internationale pour la mise en exécution rapide du mandat d'arrêt lancé contre des membres du MNLA, Mujao et ATMI. Mohamed Diarra. C'est un pas important qui vient d'être franchi dans la réconciliation des Maliens. Les forces sociopolitiques du Mali ayant décidé de parler désormais d'une même voix pour la paix et la reconstruction du pays. Elles viennent de matérialiser cet engagement par la signature d'une plateforme. L'acte est la phase finale d'un long processus. À travers la déclaration commune, nous sommes profondément convaincus que les patriotes maliens, hommes, femmes, jeunes et vieux, n'ont d'autre choix que de renforcer l'unité nationale et de parler d'une seule voix dans l'unité d'action pour soutenir les institutions de la transition et tous les corps d'armée du Mali et de tous les pays amis. Dans une déclaration commune, les signataires de la plateforme réitèrent leur soutien et leur reconnaissance aux forces maliennes, à celles de la MISMA et aux militaires français. Ils condamnent les exactions commises par les groupes islamistes sur la population des régions occupées. Ils demandent la présence des forces maliennes à Kidal, tout en rejetant toute idée de séparation du territoire. Nous manifestons notre préoccupation par rapport à la situation qui prévoit actuellement à Kidal et demandons la présence de l'armée nationale dans cette localité, partie intégrante de la République du Mali. Les signataires de la plateforme demandent aussi la solidarité internationale pour que justice soit rendue. Nous, organisation de la société civile, regroupements sociopolitiques, organisations confessionnelles, professionnelles et consulaires, proclamons notre attachement à la justice et réclamons par conséquent l'exécution diligente des mandats d'arrêt lancés par la justice nationale et internationale contre les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de violations graves des droits humains. Ce n'est pas tout. Les signataires du document demandent au gouvernement l'organisation des élections libres dans les délais indiqués, avec la participation de l'ensemble des Maliens. Auparavant, l'assistance avait observé une minute de silence en la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM se mobilise pour une rapide sortie de crise au Mali. Il vient d'organiser à Kati une rencontre de sensibilisation de ses militants. La feuille de route du gouvernement de transition et la tenue des élections étaient au centre des débats. Cheikh Oumar Sangare, compte rendu. Partager le contenu de la feuille de route du gouvernement de la transition avec les citoyens et les mobiliser à la faveur d'une sortie de crise, tels sont les objectifs de cette rencontre. Depuis plus d'une année, notre pays est plongé dans une crise profonde. Nous voulons faire connaître la feuille de route du gouvernement de transition pour que les populations puissent se mobiliser, pour qu'on puisse appliquer, exécuter cette feuille de route, pour qu'on puisse sortir rapidement de la crise. Au cercle de réflexion et de solidarité, la feuille de route de la transition est globalement approuvée. Je pense que le contenu de la feuille de route, dans certaines mesures, vraiment répond aux besoins urgents de la transition. Le CRS souhaite que les autorités maliennes intensifient les actions de communication pour parer à certaines allégations orchestrées par certains groupes armés. Il y a des chaînes qui nous matraquent avec des informations, avec les MNLA et autres assimilés. Il faut une armée numérique. Quand je parle d'une armée numérique, il faut peut-être 200, 300 jeunes cadres intellectuels qui puissent être sur la toile pour répondre aux allégations mensongères des agresseurs du Mali. Concernant les élections, le cercle de réflexion et de solidarité souhaite qu'elle est liée aux dates prévues. Quittons le Mali pour la RDC où un phénomène
prend de l'ampleur. Il s'agit de la vente des journaux en photocopie. Les petits vendeurs achètent un journal entier pour le copier en plusieurs exemplaires. Et au centre-ville, ils vendent ces copies aux lecteurs 10 fois moins cher que l'original du journal, qui est cédé à 2000 francs CFA. Le phénomène n'est pas nouveau, mais crise oblige, il prend de plus en plus d'ampleur à Kinshasa. C'est la vente des journaux en photocopie. Mais avant cette étape, il faut acheter des originaux. Cela se passe ici, au quartier Matongé. Les petits vendeurs viennent s'approvisionner. Ils achètent un journal entier, 2 ou 3 pages, selon l'intérêt des informations. Célestin est là tous les matins très tôt. Ses journaux sous le bras, il part pour le centre-ville. Il va photocopier certaines pages, les exposer aux côtés des originaux. Les lecteurs ont donc le choix entre un journal à 2000 francs, soit presque 2 € ou une page à 10 fois moins cher. Vous savez que le pouvoir d'achat d'un Congolais pour acheter 2 ou 3 journaux à 2000 francs, vous imaginez, vraiment c'est difficile. Normalement, si on fait la photocopie à 200 francs, nos lecteurs et la population ont besoin des informations. Alors ils peuvent quand même s'approvisionner à 200 francs pour aller lire. Pour les lecteurs, le choix est vite fait, surtout quand on manque de moyens. Nous achetons les photocopies parce que ça permet que nous lisions la nécessité de ce que nous voulons nous faire informer. Les éditeurs de presse se plaignent de la prolifération des photocopies et dénoncent le laxisme des autorités. Cette vente, en théorie interdite, est une menace pour leur survie. Certes, il y a parfois des arrestations, mais les pirates sont très vite relâchés. On arrête ceux qui faisaient ça et à midi, ils sont relâchés. Bon, on ne sait pas par quelle magie, mais nous croyons à la justice congolaise qu'à un moment, on pourra nous donner raison. La presse est donc en crise et les journalistes sont les premiers à en subir les conséquences avec des salaires qui ne dépassent que rarement les 100 € par mois. Sans compter les baisses des recettes publicitaires, les annonceurs privilégiant la télévision. Les petits pirates de la presse ont donc encore de beaux jours devant eux, d'autant que leurs arguments sont imparables. Ils estiment contribuer à la transmission de la culture et du savoir, rien que ça. Nouvelle de la Centrafrique, les rebelles du Seleka demandent la libération de leurs prisonniers et le départ du contingent sud-africain. Mais d'abord, direction la Côte d'Ivoire où plus de 400 ex-combattants viennent d'intégrer la garde présidentielle. C'est là après 6 mois de formation. Dans l'enceinte de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ils sont 443 anciens combattants à participer à la cérémonie des épaulettes. Après 6 mois de formation, ces jeunes recrues, ennemis hier, se retrouvent aujourd'hui ensemble au sein de l'administration pénitentiaire. Au total, ils seront 2000 versés dans ce corps. Mais la Côte d'Ivoire doit gérer d'ici à 2 ans la reconversion de quelques 64 000 ex-miliciens, pro-Gbagbo ou pro-Ouattara confondus. Une cérémonie officielle en présence du Premier ministre a marqué dimanche le redémarrage du site gazier de Tigentourine dans l'Est algérien. La base de vie a été baptisée du nom de Mohamed Amin Lamar, jeune agent qui s'est sacrifié pour donner l'alerte le 16 janvier dernier quand le site a été attaqué par des terroristes islamistes. Au total, 37 otages étrangers et un Algérien ont perdu la vie, 29 ravisseurs ont été tués et 3 capturés. La rébellion centrafricaine du Seleka, toujours aux portes de Bangui, refuse de voir ses troupes être cantonnées. Elle exige de la part du président Bozizé la libération des prisonniers, la fin des arrestations et le départ du contingent sud-africain. Ce refus met en porte-à-faux les ministres de la rébellion qui sont entrés dans le gouvernement d'union nationale, chargé de gérer la sortie de crise. Suite et fin de la tournée du ministre de l'Agriculture dans la région de Caille, les cercles de Bafoullabé-Kita étaient les dernières étapes de sa tournée à Bafoullabé. Il a pu s'inquérir de l'état d'avancement des travaux, des chantiers, des périmètres irrigués de Bakoé et de Kamankoli. De Caille, la correspondance de Jafar Aïdara. À Bafoullabé, 3e étape de sa tournée en première région, le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, a visité le chantier du périmètre irrigué de Bakoui qui a une superficie de 50 hectares. Le taux d'avancement des travaux est de 90%.
Il est prévu un système d'irrigation par canot à ciel ouvert d'une capacité de 80 litres par seconde. Le coût d'aménagement est de plus de 401 millions de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale à travers l'OMVS. Le deuxième périmètre visité par le ministre est situé à Kamankolé ou Danvarabougou, vaste de 27 hectares et d'un coût de plus de 228 millions. Il présente les mêmes caractéristiques que le premier. Les deux périmètres seront exploités par les femmes qui produiront du riz et des légumes pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans ces localités. J'ai donné l'instruction et je veux que ces périmètres soient fonctionnels avant le démarrage de la campagne agricole. À Manantali, le ministre s'est rendu sur le périmètre B, où le gouvernement et ses partenaires ont investi plus de 6 milliards de francs CFA, mais le constat fut amer, car ce périmètre reste inexploité malgré ce gros investissement. Je suis un peu resté sur ma faim et je voudrais échanger avec les techniciens pour comprendre pourquoi le périmètre n'est pas exploité. Et les investissements essentiels qui sont nécessaires à la mise en valeur des parcelles sont terminés. Sont terminés depuis 2009. Des mesures qui s'imposent seront prises parce que ce n'est pas possible qu'on investisse plus de 6 milliards dans un projet et que ce projet ne fonctionne pas. Pour les producteurs, l'eau n'arrive pas au niveau des parcelles. Pour l'administration, les parcellaires relèvent des producteurs. Donc il y a une mauvaise interprétation des choses. Le ministre a fait escale à Niantasso où il a visité le périmètre irrigué de 50 hectares aménagé par le Pédric et le jardin maraîcher des femmes. La visite du ministre de l'Agriculture, première du genre dans la région de Caille, a pris fin dans le cercle de Kita où il a visité une école d'alphabétisation à Tambaga. Le programme élargi de vaccination est le sujet de la chronique santé du jour. Pour la réduction de la mortalité infantile, l'État a décidé d'offrir aux enfants de 0 à 9 mois un certain nombre de vaccins. Aujourd'hui, le Mali est à 7 vaccins contre 10 maladies mortelles chez les plus petits. Le seul problème qui se pose, c'est le manque de mobilisation des parents pour faire vacciner leurs enfants. Jessira Dambélé nous en parle. Selon le programme élargi de vaccination PEV, tous les enfants nés au Mali ont droit à une série de vaccinations de la première semaine de leur naissance jusqu'à 9 mois. Un programme exécuté depuis 1986 et qui vise à réduire l'effet des principales maladies mortelles sur la petite enfance. Chaque année, les vaccins du PEV coûtent à l'État et à ses partenaires environ 3 milliards de francs CFA. Mais selon le directeur du Centre national d'immunisation CNI, jusqu'à présent, un nombre important d'enfants au Mali ne reçoit pas tous les vaccins gratuits, spécifiquement ceux qui doivent être répétés pour assurer une immunité. Les vaccins nécessitant un certain nombre de contacts, notamment 3 contacts, ces vaccins connaissent quelques difficultés. Donc il y a un enfant sur 3 qui ne termine pas la série vaccinale. Et vous savez, pour que l'enfant soit immunisé, il faut qu'il respecte le calendrier et que ce vaccin soit administré conformément à la série que l'enfant doit recevoir. Au centre de santé communautaire de Yirimadio, le nombre des perdus de vue atteint les 34% des enfants enregistrés lors de l'administration du tout premier vaccin. Tendance observée alors que dans ce CESCOM, la vaccination de routine se fait toutes les semaines du mardi au vendredi, couplée avec les activités de suivi de l'évolution de l'enfant. En 2012 seulement, en début d'année, nous avons fait 3005 vaccinations en BCG, c'est la première vaccination que l'enfant reçoit. Mais au finish, nous avons eu 1990 enfants qui ont fait la rougeole. Vous voyez l'écart, voilà, un pourcentage vraiment important qui peut aller jusqu'à 7%. Et ceci est inquiétant parce que normalement, la rougeole, nous savons tous que c'est vraiment une maladie qui est très mortelle et qui est aussi très contagieuse. Malheureusement, les moments ne continuent. L'État même a essayé de mettre des politiques en place, telles que les moustiquaires par exemple, celle qui arrive à terminer sa vaccination au 9e mois, on remet des moustiquaires pour que vraiment elle puisse continuer à venir jusqu'au 9e mois.
Les vaccins qui nécessitent des rappels et que les enfants n'ont pas souvent à temps à cause de leurs parents sont ceux qui protègent contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la méningite, l'hépatite B, la poliomyélite et la pneumonie. Les raisons du non-respect des rendez-vous se situent à plusieurs niveaux. C'est vraiment une méconnaissance jusque-là du calendrier vaccinal. Mais également, en réalité, les gens jusque-là nous ressortent qu'ils ne sont pas informés que c'est gratuit, alors que les vaccins sont tous gratuits. Je dis bien tous les vaccins du programme. Certains disent que l'enfant était malade, quoi. Oui. Et les jours fériés. Par exemple, le jour de Maouloud, on n'a pas fait de vaccination. Oui, c'était programmé. Pourtant, les vaccins, ce n'est pas tout ce que l'État prévoit pour les enfants. La vaccination gratuite du père commence de 0, c'est-à-dire depuis la naissance de l'enfant jusqu'à 9 mois. Donc, mais ceci, ça c'est uniquement les antigènes. Mais le suivi de l'enfant continue jusqu'à 5 ans. Ce que beaucoup de femmes ignorent, juste après la vaccination du 9e mois, on pense qu'on ne doit plus revenir avec l'enfant. Alors que tous les 6 mois, on doit venir avec l'enfant pour qu'on puisse le payer, pour qu'il puisse avoir sa vitamine A pour assurer pleinement sa croissance. L'ignorance prive donc les enfants de certaines doses de vitamine A, de déparasitants tous offerts gratuitement et du suivi dont ils doivent faire l'objet. Quant aux équipes qui font le porte-à-porte lors des journées nationales de vaccination et des semaines d'intensification des activités de nutrition, même un enfant correctement vacciné au CESCOM doit accepter les doses offertes par les équipes mobiles. Il suffit que cet enfant soit éligible à ces campagnes de ratissage. Ce journal est terminé. La grande édition, c'est à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Retenez tout notre soutien à nos forces armées et leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Bonne suite de programme sur le RTM. Merci à vous qui nous suivez de la Belgique. À demain, 10h et 13h. Bon appétit. Merci.